Je m'appelle Yves Brisson. Bienvenue dans Papa Typique, épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on entend à peu près jamais parler. Ce que les pères ressentent vraiment, l'impuissance, la culpabilité, la colère, l'anxiété, le sentiment d'être perdu dans un rôle qu'on n'avait pas prévu au départ. Les émotions qu'on garde en dedans parce qu'on n'a pas l'habitude ou on sent qu'on n'a pas la permission de les sortir. Dernièrement, Cathy me dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Elle me dit, tu sais, le taux de suicide chez les hommes au Québec, c'est 3 fois plus élevé que chez les femmes. 3 fois. Puis ça, c'est une statistique de l'INSPQ qui a été publiée en janvier 2026. Donc, c'est tout à fait récent. Là. C'est vraiment à date. J'ai voulu comprendre pourquoi c'était le cas. Puis j'ai trouvé quand même une réponse intéressante dans un article de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis il expliquait que, en fait, le taux de dépression chez les hommes et chez les femmes, c'est assez comparable. Mais c'est la façon dont la dépression se manifeste qui est différente. Chez les femmes, on reconnaît la tristesse, peut-être les pleurs, sentiment profond de découragement. Tandis que chez les hommes, bien, c'est plutôt l'agressivité qui ressort, l'isolement, la distance. Puis, c'est des comportements que souvent on attribue à une certaine normalité masculine. Bon, regarde-le, il va bouder. Puis, à cause de ça, on ne diagnostique pas nécessairement, on ne voit pas le symptôme de la dépression. Donc, on n'intervient pas. Puis, faute d'aide, ben, certains hommes se retrouvent seuls avec quelque chose qui aurait dû être traité. Puis quand tu es père d'un enfant autiste, ou peut-être un enfant différent, un enfant handicapé, cette tendance-là à tout porter seul est encore plus marquée. Puis c'est ce qu'on va nommer aujourd'hui. Premièrement, je veux parler de l'impuissance. Mais je vais être précis là-dessus parce que c'est important. L'impuissance que je ressens, c'est pas face à l'autisme d'Étienne, parce que sa façon de voir le monde, sa neurodiversité, avec le recul, je peux dire honnêtement que ça a apporté quelque chose à notre famille. Une sensibilité, une façon d'être qu'on n'aurait pas connue autrement. Non, l'impuissance, pour moi, elle est là, c'est la communication. Même si Étienne est verbal, il a quand même un retard sévère de langage. Ce que ça veut dire au quotidien, c'est qu'il y a comme un mur. Des fois, il est frustré. Je vois que quelque chose ne va pas. Il ne sent pas bien, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, ben, je vais deviner. Je vais tenter de comprendre. Mais depuis qu'il est tout jeune, on a eu les cahiers de communication, les pictogrammes, les velcro. Tous des outils qui ont évolué avec lui. Là, il utilise que très peu maintenant. Mais il reste toujours un espace entre ce qu'il ressent et ce que j'arrive à comprendre. Puis je me dis souvent, si je pouvais lui expliquer les choses autrement, si lui pouvait me dire exactement comment il se sent avec des mots que je comprendrais tout de suite, on irait tellement plus vite vers son bien-être. On perdrait moins de temps dans le flou, dans des tentatives ratées, dans les erreurs. Puis c'est ça mon impuissance. Pas de ne pas pouvoir changer qui il est, c'est de ne pas pouvoir toujours réussir à le comprendre puis à l'atteindre. Puis je pense que c'est un sentiment qui va persister, qui va rester. C'est pas parce qu'on n'essaie pas, on essaie tout le temps, mais c'est parce que le canal ne sera jamais complètement ouvert. Et ça, ben, il faut apprendre à vivre avec. Il y a aussi la culpabilité. Je pense que c'est la première émotion que j'ai ressentie après le diagnostic d'Étienne. Puis je pense que la plupart des pères, puis même des parents, vont se reconnaître là-dedans, la culpabilité. On se pose des questions comme hey, c'est-tu de ma faute?
C'est-tu dans mes gènes à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis, ni moi ni Cathy, on n'accusait personne, mais ces questions-là, elles arrivent toutes seules. Elles s'installent. Et si on n'en parle pas, ben, elles restent là puis elles grossissent toutes seules. Puis aussi, une autre forme de culpabilité que, que j'ai vécue puis que je vis encore aujourd'hui, c'est celle de se demander est-ce que je pourrais être encore plus présent au quotidien? Durant une bonne partie de ma vie, j'ai travaillé comme travailleur autonome en entretien ménager. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait des rendez-vous avec les spécialistes pour Étienne, souvent, on devait se rendre à Sherbrooke, on est resté à Lac-Mégantic, puis c'est 1 heure de route à peu près, 2 à 3 fois semaine pour aller pour les thérapies intensives, sans compter les rendez-vous chez le médecin, euh, les rendez-vous chez les spécialistes. Par exemple, Étienne, plus jeune, a commencé à avoir des migraines. Puis, chaque fois, je me posais la même question. Comment je vais m'y prendre cette semaine? Quel client je déplace? Comment je gère ça? Puis tu te retrouves toujours comme coincé entre deux choses qui comptent vraiment, ta famille et ton travail. Puis tu ne peux pas gagner à ce jeu-là. À chaque fois que tu choisis l'un, ben, tu te sens coupable pour l'autre. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je pourrais être encore plus présent? Est-ce que mes clients peuvent encore me faire confiance? Est-ce que je peux encore changer ça, annuler, remettre à plus tard? Puis c'est pas juste quand tu as un enfant autiste que tu vis ça. En fait, la conciliation travail-famille, ben, c'est universel. Mais quand les rendez-vous sont constants, quand les besoins sont plus grands, la pression, elle augmente, elle augmente. Je pense pas qu'il y a une solution facile à tout ça, mais je pense que c'est une situation d'essai et erreur. Puis je vais être honnête aussi, il y a eu de la colère. Pas contre Étienne, ça c'est sûr, mais contre le système, contre les délais, les attentes, contre les situations qui n'ont juste pas de sens. Quand on reçoit un diagnostic, puis c'est une bonne chose, là, c'est important d'avoir un diagnostic. Mais quand on sort du bureau du médecin avec ce diagnostic-là, des fois, on a l'impression d'entendre, ben bonne chance, tu sais, on va vous rappeler un peu comme on dit en anglais, Don't call us, we'll call you. Puis, comment je pourrais décrire ça? Tu te retrouves comme dans une salle d'attente virtuelle, qui ça dure des mois, même des fois plus qu'1 an, là. Puis, tu sais que ton enfant il a besoin d'aide maintenant. Toi aussi, tu as besoin d'aide maintenant. Pas dans 18 mois, 2 ans, maintenant. Puis pendant ce temps-là, ben, tu dois processer le diagnostic. Tu dois gérer tes émotions, les émotions de la famille, trouver des ressources par toi-même, coordonner les rendez-vous. Puis quand tu appelles pour avoir de l'aide, des fois, ben, tu te retrouves avec 2, 3 personnes différentes qui, tu te rends compte, ne se parlent pas entre elles, puis ça devient compliqué le tout. Puis c'est pas de la mauvaise volonté, je le sais. Il n'y a pas assez d'intervenants, il n'y a pas assez de budget, le système est surchargé, mais ça n'empêche pas la frustration d'être là. Elle est réelle, puis elle est légitime. Puis cette colère-là, ben, si on ne la sort pas quelque part, ben, ça devient du ressentiment. Puis le ressentiment, ben, ça use par en dedans. Il faut donc absolument trouver un moyen d'en parler. Mais encore une fois, il faut le faire de façon constructive. Parce que d'en parler juste pour chialer, ça n'aide pas. Et souvent même, ça fait augmenter la colère plutôt que de la laisser partir. Il y a aussi l'anxiété. Moi, j'ai de l'anxiété généralisée. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux. Mais la situation avec Étienne, mais ça l'a amené cette anxiété-là à son maximum. Puis, je parle pas de ça de façon abstraite. Avec tout ce qu'on a vécu, le diagnostic, les années d'attente, les rendez-vous, la charge constante, euh, à un moment donné, bien, j'ai décroché. J'ai fait une dépression. J'avais des idées noires. Euh,
Pas juste des pensées sombres au sens vague, là. Je parle d'un moment où que la logique, elle bascule complètement. Je me retrouvais à me dire, sais-tu, Yves, si tu étais plus là, les choses iraient peut-être mieux. Pour Cathy, puis pour Étienne, puis pour la famille. Puis, de penser comme ça, ben, c'est pas rationnel, là, je le sais. Mais la dépression, c'est pas une affaire de tristesse puis de choses rationnelles, c'est un déraillement chimique. Puis dans cet état-là, cette pensée-là m'apparaissait presque comme faisant du bon sens. C'est ça qui m'a sorti du brouillard. C'est pas parce que j'avais trouvé une solution, c'est parce que j'avais eu assez peur de ma propre tête puis de mes propres pensées pour me choquer puis aller chercher de l'aide. Puis la journée même, j'en ai parlé à Cathy. Puis c'est parce que j'ai nommé ça, parce que j'ai vu que j'allais pas bien, que j'ai décidé de demander de l'aide, que j'ai pu m'en sortir. J'ai consulté, j'ai pris des médicaments, puis aujourd'hui, je compose avec cette anxiété-là, mais je le fais avec du soutien. Je dis ça parce que si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, l'irritabilité, le retrait, l'impression que tout est trop lourd, ben prenez ça au sérieux. Allez voir votre médecin. Consultez un psychologue. Prenez des médicaments, c'est ça qui est nécessaire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de prendre soin de soi. Puis, il y a quelque chose d'autre de particulier que j'ai mis du temps à nommer. C'est le double rôle de parent et d'aidant naturel. En théorie, on sait tous comment être parent. On apprend, on fait des erreurs, on s'ajuste. Au début, quand Philippe et Mégane sont arrivés, j'étais stressé, hein, comme tout le monde. Mais rendu au deuxième, au troisième enfant, ben, tu as ton expérience, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Avec Étienne, on peut dire que toute cette expérience-là, c'est pas qu'elle ne servait plus à rien, mais disons qu'elle était moins pratique. C'était comme de recommencer à zéro. C'est comme si Étienne, c'était notre premier enfant, mais on est moins jeune, on a moins d'énergie, puis ça apportait une complexité qu'on n'avait jamais vue avant. Puis en plus d'être parent, ben là, tu deviens aussi un aidant naturel. Pourtant, c'est deux rôles complètement différents. Puis de passer de l'un à l'autre, ben, effectivement, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, on ne nous l'enseigne pas et on ne choisit pas vraiment. Ça vient avec comme par nécessité. Puis cette charge mentale, ce double rôle, ben, c'est une source d'anxiété constante. Puis si on ajoute le fait qu'on n'en parle pas, qu'on ne l'exprime pas, ben, ça monte, ça monte et ça monte. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Mais je raconte pas ça pour me plaindre ou pour jouer la victime. Je le raconte parce que je suis convaincu qu'il y a des pères qui écoutent le podcast en ce moment, puis peut-être qu'ils se disent « Hey, c'est exactement ce que je sens présentement ou ce que j'ai ressenti, puis je pensais que c'était juste à moi que ça arrivait. » Ben non, c'est pas juste à toi. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Papa Typique. Pour que les hommes qui vivent cette situation, les papas, aient un endroit où ils puissent se faire entendre, puis aussi entendre parler de cette situation-là, ou un endroit où ils peuvent se reconnaître puis voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quand même très peu de pères qui s'expriment dans l'espace public sur l'autisme. Je ne sais pas si c'est par peur du jugement, est-ce que c'est à cause d'une habitude culturelle, mais je pense que si on commence à parler, d'autres vont suivre. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose qui est directement lié à tout ce que j'ai dit aujourd'hui. On va parler du répit, prendre soin de soi. Puis c'est pas un luxe, puis je vais vous expliquer pourquoi même c'est une nécessité absolue. Merci beaucoup d'être là. Si cet épisode vous a rejoint, s'il vous plaît,
partagez-le avec un père que vous connaissez ou avec des parents qui vivent cette situation. Des fois, c'est comme ça que les conversations commencent, puis qu'on brise enfin le silence. À lundi prochain.